maintenant, je reconnais le prochain intervenant, Monsieur le député de Johnson. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord prendre cette opportunité pour vous féliciter pour votre nomination à titre de vice-présidente de la Chambre et je vous souhaite le meilleur des succès dans l'exercice de vos fonctions. Je dois en même temps vous faire part de tout l'honneur et pour moi ce que ça représente, le privilège d'être ici dans cette Chambre avec vous. Un privilège qui m'a été accordé grâce aux électeurs du comté de Johnson, que je veux d'ailleurs chaleureusement remercier et leur dire que je vais travailler de tout mon cœur avec ma détermination pour faire la meilleure représentation de leurs besoins auprès de cette Chambre, puis de prendre soin d'eux, les 22 municipalités de mon comté. Je dois en profiter aussi pour remercier tous les bénévoles qui ont participé à ma campagne, et particulièrement M. Jean-Paul Desilets, qui a dirigé ma campagne dans le comté de Johnson. Je veux profiter de cette opportunité aussi pour remercier ma conjointe Christine, qui m'a toujours, depuis 18 ans, supporté dans les nombreux projets dans lesquels je me suis embarqué, si on veut. Et puis quand je suis arrivé, là, il n'y a pas si longtemps que ça, avec l'idée de me lancer en politique, son premier réflexe a été « Go, vas-y, je suis en arrière de toi ». Fait que Christine, si tu es là et tu m'écoutes, je te remercie. Je vais en profiter aussi pour remercier mon amie Nicole Leduc, qui, elle, me connaît depuis très longtemps. Et encore là, après avoir rencontré M. Legault, je suis allé la voir, puis elle m'a dit « André, vas-y pour la totale, paye-toi la traite, permets-toi ça d'aller à l'Assemblée nationale et représenter tes citoyens et participer à la démocratie du Québec. » Alors, merci, Nicole. Et en remerciement, je dois aussi remercier mon ami François Bérubé, un ami de longue date, qui est en affaires dans le domaine de l'immobilier à Montréal. Puis encore là, lui m'a donné un appui extraordinaire. Puis au point où, au début de ma campagne, il a laissé ses clients, il s'est emmené à Drummondville pour 3 semaines et demie, puis c'est lui qui a dirigé ma campagne. Alors merci, mon ami François. Madame la Présidente, il y a un lien qui unit le premier ministre, député de Roberval, avec moi. Et puis, ce lien-là, c'est la magnifique ville de Saint-Félicien, au lac Saint-Jean. Monsieur Couillard, le premier ministre mentionne régulièrement son attachement à sa nouvelle ville d'adoption, dont il est très fier. Bien, je dois lui dire que moi, je suis natif de la ville de Saint-Félicien. J'ai encore ma parenté qui est là-bas et puis j'y retourne régulièrement. Et puis, il y a raison d'être fier de cette ville-là. Alors, j'en suis très fier et je salue ma famille là-bas. Et d'ailleurs, je dois vous dire que c'est certain que ma tante Germaine, Françoise, Marc, Jackie, mon oncle Robert, qui a déjà été un parlementaire ici dans les années 70, sont très fiers de me voir à titre de député de la circonscription de Johnson. Mais en même temps, je dois vous dire, Madame la Présidente, qu'ils sont très fiers aussi d'avoir le premier ministre comme député du comté de Roberval et puis venant de Saint-Félicien. D'ailleurs, j'ai certains des membres de ma famille qui m'envoient des petits messages subtils en me disant « André, ne soyez pas trop dur avec notre premier ministre. » Alors, je veux rassurer ma famille au Lac-Saint-Jean, il n'est pas dans notre intention d'être dur avec le premier ministre ou de chercher à être dur avec le premier ministre. Par contre, il va falloir que le premier ministre s'aide un petit peu. Et pour s'aider, il va falloir qu'il porte une oreille attentive à ce que la Coalition Avenir Québec va lui suggérer, les recommandations qu'elle va lui faire. Hein? Mais une bonne nouvelle, Madame la Présidente, c'est qu'il semble déjà que le premier ministre s'est engagé sur cette voie-là, puisqu'il s'inspire déjà un peu de certains aspects du programme de campagne que la Coalition Avenir Québec avait. Alors, il jette les premières bases de son intervention avec le gouvernement en s'inspirant de ce programme-là. Et puis, s'il continue sur ce chemin-là, c'est certain que nous allons l'accompagner. Hein, nous allons l'encourager. Mais en même temps, lui rappeler que nous allons le surveiller pour s'assurer qu'il livre la marchandise. Hein. Alors, si le premier ministre semble avoir su mesurer l'ampleur du défi auquel on doit faire face à nos finances publiques, je dois quand même vous faire part, Madame la Présidente, de mon inquiétude quant à l'absence complète de vision économique durable dans le discours du premier ministre. Le chef de la Coalition en a parlé, mais il importe d'y revenir. Mais avant d'élaborer sur cette absence de vision, Madame la Présidente, quant au développement économique, je tiens à rappeler ici que la situation très difficile à laquelle est confronté le Québec, aujourd'hui, est le fruit de 44 de gouvernance sans interruption de la part du Parti libéral et du Parti québécois. 44 ans de gouvernements successifs, Madame la Présidente, qui ont été marqués à bien des égards par une absence cruelle de vision et de courage, et tout particulièrement pendant les 11 dernières années durant lesquelles le Québec a été gouverné par le Parti libéral quasiment sans interruption. D'ailleurs, parlant de la situation difficile budgétaire à laquelle le Québec est confronté, j'ai été étonné d'entendre le premier ministre faire allusion
à ce qui était souhaitable il y a 15 ans, à ce qui était nécessaire il y a 10 ans et à ce qui est urgent aujourd'hui. C'est révélateur, Madame la Présidente, très révélateur de cette absence de vision et de courage dont a fait preuve le Parti libéral de 2003 à 2012. Vous savez, Madame la Présidente, pendant la campagne, notre chef a été très dur envers le bilan de ces 9 années libérales-là. Ce n'est pas pour rien, parce que laisser les dépenses du gouvernement s'emballer pendant 9 ans et ne mettre en place aucune vision de développement économique durable, tout en faisant fi d'importants changements démographiques qui étaient déjà amorcés et qui allaient s'accélérer, ça a été désastreux pour le Québec, Madame la Présidente. Malheureusement, c'est ça le bilan de ces 9 dernières années-là. L'urgence, Madame la Présidente, elle existait il y a 11 ans, pas aujourd'hui. C'était il y a 11 ans, quand il y avait urgence de mettre en place un plan de contrôle de dépenses et de développement économique qui allait nous éviter, 11 ans plus tard, d'avoir à faire face à la situation à laquelle on fait face aujourd'hui. Agir aujourd'hui, ce n'est que faire face à la réalité. Quant au gouvernement du Parti québécois, qui a été élu en 2012, honnêtement, Madame la Présidente, je manque de mots pour décrire ce dont on a été témoin pendant ce court passage. Et en tout respect envers mes collègues, je serais gêné à la place du chef de l'opposition et de l'ancien ministre des Finances de me lever dans cette Chambre pour interpeller le nouveau gouvernement sur des questions d'économie et de budget. Ceci étant dit, il me paraît pertinent ici de dresser un court bilan de cet héritage libéralo-péquiste des 44 dernières années. C'est triste, Madame la Présidente, mais ça va pas bien, parce que le Québec est à la traîne. Puis ici, il ne s'agit pas d'être alarmiste. Il y a quelques années, quand M. Legault parlait du mur, mon chef parlait du mur budgétaire, on disait qu'il était alarmiste et tout ça. Bien là, aujourd'hui, on entend le discours du chef du gouvernement et on se range derrière le constat qu'il fait. Si on regarde un petit peu quel est le portrait au Québec, au niveau de l'emploi, dans la dernière année, il ne s'est créé aucun emploi au Québec. Même, il s'en est perdu 4 800, pendant qu'en Ontario, il s'en est créé presque 75 000, il s'en est créé 155 000 au Canada. Que reste-t-il des différentes politiques pour encourager l'investissement privé non résidentiel qui ont été mis en place par ces deux gouvernements successifs? On a 14 des investissements privés non résidentiels que l'on recueille pour 23 de la population canadienne. Que reste-t-il de toutes les stratégies visant à accroître la richesse collective des Québécois? Il y a 10 ans, l'écart de richesse avec le reste du Canada était de 18 Les dernières statistiques nous parlent de 24 Il y a 10 ans, on était la 6e province la plus pauvre, c'est triste à dire, au Canada. Aujourd'hui, on est la 7e province la plus pauvre, Madame la Présidente. En 1976, nous représentions 27 de la population et nous comptions 25 des salariés qui gagnaient 100 000 $ et plus par année. En 2014, nous représentons 23 de la population et nous comptons 16 des gens qui gagnent 100 000 $ et plus par année, Madame la Présidente. Ça, on appelle ça un appauvrissement collectif. Au niveau du revenu disponible, nos contribuables sont égorgés, sont à bout de souffle. Au niveau de la dette, le Québec possède la plus grosse dette et de loin du Canada, en chiffres absolus et par capita. C'est un constat qui est difficile et qui est inquiétant, mais il est nécessaire si on veut agir. Et puis, comme l'a mentionné notre chef, il est certes très important d'agir sur le contrôle des dépenses, mais il est aussi important d'agir concurremment avec un plan de relance économique durable pour le Québec. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est là un des principaux manquements du discours du premier ministre, une absence totale de vision économique durable. Les quelques mesures qu'il a suggérées, Madame la Présidente, ce sont des mesures qui n'apporteront pas de modernisation à notre économie. Des interventions ponctuelles, la sylviculture, le crédit à la rénovation, sans parler de la vieille recette de la hausse des dépenses en immobilisation. Hausser les dépenses en immobilisation, c'est sûr que c'est une bonne idée parce qu'on rénove des ponts, on construit des routes, on rénove des écoles et on s'entend que ça n'en prend. Mais une chose qu'on sait aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, bien, les emplois ne sont plus là. Les emplois sont partis, le travail est terminé. Puis on a vu, le gouvernement libéral, pendant ces années, de 2008, de 2003 à 2011, a accru la dette du Québec de 50 par l'entremise, entre autres, d'une augmentation massive des investissements en immobilisation. Oui, ça l'a aidé à l'époque au niveau de l'emploi, mais qu'est-ce qui reste de ça aujourd'hui? C'est le constat que je viens de vous faire il y a quelques minutes. On en a des défis au Québec. Présentement, un des premiers défis qu'on a, c'est notre population qui est vieillissante. Ça se traduit comment? Il y a un certain nombre d'années, on avait 9 travailleurs pour un retraité. Maintenant, on en a 4, 4,5 pour un retraité, puis dans 15 ans d'ici, ça va être 2 travailleurs pour un retraité.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va avoir un nombre toujours croissant de gens qui vont quitter le milieu du travail. Ces gens-là vont voir une baisse de leurs revenus. Maintenant, on vit de plus en plus vieux, alors ils vont avoir une insécurité quant à leur capacité à subvenir à leurs besoins pendant toutes les années qui leur restent. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont baisser leur consommation. Déjà, on a un phénomène qu'on appelle la déconsommation qui a commencé. Puis le ministre des Finances puis le premier ministre savent qu'il y a 60 de notre produit intérieur brut qui vient de la consommation des ménages et des particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire si on veut essayer, pas de surmonter ça, mais au moins de combattre cet effet-là du vieillissement de la population? Bien, ce qui est indiqué de faire pour aider à soutenir cette consommation-là, bien, c'est de baisser l'impôt, puis c'est de baisser les taxes des particuliers, d'augmenter leurs revenus disponibles, Madame la Présidente. Un autre point aussi auquel on a déjà commencé à faire face, c'est la pénurie de main-d'œuvre spécialisée. C'est pas compliqué, on a de moins en moins de gens disponibles dans les emplois spécialisés pour une demande de plus en plus grande. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous obliger à devenir les champions de la productivité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'énoncé du premier ministre qui nous parle de productivité? Je n'ai rien entendu, Madame la Présidente. Un autre point aussi, il est révolu le temps où la demande intérieure du Québec va lui permettre d'assurer sa croissance économique. C'est terminé. Pour qu'on puisse subvenir à notre croissance et prospérer, il faut se tourner vers les marchés extérieurs. Il va falloir devenir de grands exportateurs, Madame la Présidente. Et pour ce faire, on va devoir compétitionner avec les meilleurs au monde. Et pour compétitionner avec les meilleurs au monde, qu'est-ce que ça va prendre? Il va falloir qu'on devienne les champions de l'innovation. La clé du développement économique durable pour le Québec, ça va être qu'on devienne les champions de l'innovation, Madame la Présidente. Alors, on doit prendre des mesures pour ce faire. Encore là, si on a entendu quelque chose du premier ministre dans son discours, c'était vraiment très, très, très timide. Parce que l'innovation, c'est le moteur sur lequel il faut miser pour propulser le Québec. Alors, les vieilles recettes, là, ça ne marchera pas. Vous les avez déjà essayées. Ce que ça va faire, Madame la Présidente, c'est que si on est juste bon face aux défis qu'on a, là, encore là, ça ne fonctionnera pas. Pour qu'on puisse surmonter les défis qu'on a au Québec, il va falloir qu'on soit excellent, Madame la Présidente. Et c'est ça le défi de ce gouvernement-là. Alors, en terminant, il importe de rappeler au premier ministre que l'élaboration d'une vision de développement économique durable pour le Québec et la mise en place d'un plan d'action qui est efficace pour implanter cette vision-là, c'est plus quelque chose de souhaitable. C'est plus quelque chose de nécessaire, Madame la Présidente. C'est quelque chose qui est urgent. Et depuis l'automne 2012, parler de vision de développement économique durable au Québec ne peut pas se faire sans référer à la vision et à la stratégie élaborée par le chef de la Coalition Avenir Québec dans son livre qui s'appelle « Cap sur un Québec gagnant, le projet Saint-Laurent », qui décline en 13 chapitres un plan d'action pour remettre le Québec sur ses rails dans un concept d'innovation et de prospérité. Le premier ministre s'en est d'ailleurs inspiré dans son discours. La seule stratégie de développement économique dont il nous a parlé est de la stratégie maritime du Parti libéral. Alors, il est connu de tous que celle-ci est directement tirée du chapitre 12 du livre du projet Saint-Laurent. Alors, Madame la Présidente, pour terminer, avec le souci d'aider le premier ministre et son gouvernement à relever le défi colossal auquel ils sont confrontés, la Coalition Avenir Québec a un précieux conseil à leur donner. Utiliser le seul chapitre 12 du projet Saint-Laurent, ça ne sera pas suffisant. Ça va prendre les 13 chapitres. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur le député.